Bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier webinaire sur l'intelligence artificielle. Alors, cette petite chanson que vous venez d'entendre, qui vous a peut-être cassé les oreilles d'ailleurs, a été composée par une IA. Alors, plus précisément, c'est un algorithme prédictif qui a assemblé plusieurs centaines de paroles des chansons de Metallica. Et la musique et le chant ont été réalisés par Funk Turkey. Ce n'est pas la voix de James Hetfield que vous entendiez, c'était en fait un chanteur qui a repris sa voix. Ainsi donc s'achève notre session d'immersion sur l'IA. Vous pouvez retrouver les précédentes sessions sur le groupe Workplace. Mathieu fera aujourd'hui un focus sur l'IA au sein des métiers du marketing avec des démos et plusieurs cas concrets. Slide suivante. Alors revenons d'abord sur le planning du challenge. Il vous reste un petit peu moins de 4 semaines pour déposer vos idées IA sur Workplace ou via le formulaire anonyme. Vous avez encore la possibilité de vous inscrire aussi aux 2 sessions coaching qui restent, donc les 2 et 9 juillet prochains. Pour rappel, ces sessions peuvent vous aider, si vous en avez besoin, à mettre en forme vos idées afin de pouvoir les poster sur Workplace. Et du coup, vous pouvez retrouver ces sessions, bien sûr, sur Workplace directement. Slide suivante. Alors aujourd'hui, à l'agenda, Mathieu Desjardins vous présentera donc dans quelques minutes des concepts bien connus de l'IA, comme le Natural Language Processing, la reconnaissance d'images, la recherche visuelle et vocale, ou encore l'analyse sémantique, et agrémentera sa présentation des démonstrations. Avant du coup de pouvoir vous présenter plus en détail les avantages de l'IA et de la personnalisation au sein des métiers du marketing. Comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions tout au long de la présentation en cliquant sur le bouton qui est sur la barre juste là. Et à la fin de la présentation, vous aurez une petite session pour pouvoir poser vos questions de vive voix si vous le souhaitez. Slide suivante. Oh, il n'y a plus de slide. Bon, c'est pas grave. Salut Mathieu, tu as plus de 15 années d'expérience dans l'industrie du commerce en ligne et de la technologie. Tu as commencé ta Oui, carrière chez Dell en Angleterre. Tu as ensuite déménagé à Moscou pour ouvrir une première boutique en ligne, un sacré parcours, avant de passer 3 ans à Montréal, puis en Californie où tu as fini par monter Next User en 2013. Next User, mhm, c'est une compagnie positionnée entre CRM et Business Intelligence qui permet de collecter de la data client, d'exploiter les signaux faibles pour mieux qualifier et personnaliser la relation omnicanale. Son but, et confirme-moi si je me trompe, offrir en temps réel et sur tous supports digitaux des messages en rapport avec les goûts et attentes des clients. Là, on est en plein dans la tout à fait. personnalisation marketing et du coup, je te laisse reprendre la main sur la présentation. OK. Bonjour à tous. Merci beaucoup en tout cas de prendre le temps pour cette heure et je vais essayer de rester inspirationnel et avec des études de cas, donc que ce soit concret pour vous. J'ai préparé une petite présentation pour pouvoir vous montrer un peu tout ça. Alors, je vais prendre la main. Alors, hop, on y va. Share, hop, vous allez voir mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Juste pour être sûr. Parfait. Ouais, ok, d'accord. Donc l'IA, en fait, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un peu comment l'IA change un peu le marketing, d'après des exemples que vous voyez au quotidien. Euh, Rapidement après, à propos de NextUser, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on agrège les données, on se positionne un peu comme chef d'orchestre directement de l'expérience client. Donc, on se connecte à des outils, par exemple avec Nestlé, ça fait 5 ans qu'on travaille. On avait commencé aux États-Unis dans le cadre du programme PCE, Personalized Consumer Experiences, avec Purina. Et l'idée, c'est de se connecter aux outils, aux divers outils marketing, données et système marketing pour créer des parcours utilisateurs en fonction de la persona ou du type d'utilisateur auquel on s'adresse. Donc ça c'est rapidement à propos de NextUser, mais ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui. Alors tout d'abord, ce que je vous propose un peu de faire, c'est de définir l'IA. Donc on a pris en fait 3 sources qui va un peu d'une source communautaire type Wikipédia jusqu'à des institutions beaucoup plus formelles telles que le dictionnaire d'Oxford. Donc la première vient du California Management Review, qui est en fait a été créé par l'université de Berkeley en Californie. Et donc elle fait référence à l'IA comme une capacité pour des ordinateurs de penser et d'effectuer des tâches de la même façon que les humains. Donc en fait, on a une vraie capacité à interpréter, apprendre et utiliser des données pour des objectifs qui sont spécifiques. Dans notre cas, ça va être plutôt marketing, mais après, ça peut être à d'autres fins.
La deuxième est la définition en fait du dictionnaire anglais d'Oxford. Donc, il démontre que le développement de systèmes informatiques, en fait, c'est la capacité en fait de l'informatique d'effectuer des tâches. Alors là, on est un peu plus précis, telles que la perception visuelle, la reconnaissance vocale, la prise de décision et la traduction en fait simultanée de langue. Donc là, on est vraiment beaucoup plus pragmatique. Et enfin, on a la définition de Wikipédia, qui est définie en fait comme l'intelligence démontrée par des machines, en opposition bien sûr à l'intelligence naturelle effectuée par l'homme. Donc le terme d'intelligence artificielle décrit ici des machines ou des ordinateurs qui imitent des fonctions cognitives. Donc on croise un peu avec la deuxième définition qui nous énonçait quelles étaient les capacités cognitives que les humains associent à l'esprit humain, tels que l'apprentissage et la résolution de problèmes. Donc là, on est beaucoup plus dans quelque chose de plus global, et cela en fait depuis n'importe quel appareil qui perçoit son environnement et prend ses actions du fait en fait d'optimiser les chances d'atteindre son objectif avec succès. Donc voilà, c'est plus global que the Oxford English Dictionary. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va partir directement de différents types d'intelligence artificielle. On va les énoncer, on en a 5. Pour cette première partie, en fait, je vous propose de regarder ce qu'on appelle, et ce qu'avait mentionné Vincent, le traitement du langage naturel, ou en anglais, Natural Language Processing, d'où l'abréviation ou l'acronyme NLP. Donc, en fait, dans l'ensemble, le traitement du langage naturel, ou NLP, en anglais, c'est un sous-domaine de la linguistique, de l'informatique et de l'ingénierie de l'information qui s'intéresse aux interactions entre les ordinateurs et les langues naturelles humaines. Donc là, il s'agit essentiellement de savoir comment programmer des ordinateurs pour traiter et analyser de grandes quantités de données en langage naturel, c'est-à-dire en langage qui vient d'un utilisateur. Donc l'objectif ultime, si on veut en fait du NLP, c'est de lire, de déchiffrer, de comprendre et de donner un sens aux langues humaines d'une manière précieuse et qui va un peu être concrète pour le marketeur. Donc ça va aider concrètement à tirer sens d'un blog, d'une plainte client au service client, de tweets, de messages ou de publications sur Facebook, etc. Donc, si on veut regarder de façon un peu plus concrète, ou une sorte d'application marketing, on voit que le NLP appliqué au marketing, en fait, ça permet de créer une nouvelle façon de travailler plus rapidement et plus profondément pour les utilisateurs. Donc, le logiciel NLP, ça permet d'aider les spécialistes du marketing à rester informés de ce que font leurs concurrents et être tenus au courant via les commentaires clients, par exemple, ou le retour client des dernières tendances pour affiner leur stratégie. Donc, ça peut être la stratégie produit, ça peut être la stratégie d'approvisionnement, ça peut être la stratégie de marketing. Ça va influencer, en fait, de façon globale, la prise de décision. Donc, en analysant, en fait, l'empreinte numérique, c'est-à-dire ce qu'on a analysé, en fait, concrètement sur les réseaux sociaux, les emails, les commentaires clients, on a, en fait, une bonne compréhension de l'identification potentielle d'intérêt de produits et de compréhension aussi de ce qui est élargissement en fait et exploitation par ces informations des gammes de canaux marketing pour éventuellement avoir des publicités, aider les entreprises à dépenser leur budget de façon beaucoup plus pertinente. Donc tout ça, ça va être stocké en fait dans une base de données, comme vous pouvez le voir ici. Donc on a, d'après toutes les sources de données, des capacités à utiliser cette information de façon globale, pas simplement de façon théorique, où on va stocker ça en base de données, mais en fait, ça va informer d'autres types de décisions qu'on va voir un petit peu après. Voilà. Donc les outils en fait du NLP, donc les manifestations concrètes
au quotidien du NLP sont par exemple le chatbot, où par exemple c'est une solution qui va aider en fait tout ce qui est consommateur-client en quête d'assistance à avoir de façon plus rapide, plus efficace en termes de coût, une réponse directement vis-à-vis d'un service client. Donc d'après une étude en fait de Gartner, d'ici 2020, on voit que les chatbots représenteront 85% des interactions avec les clients. Et ça, d'autant plus amplifié dans un monde où justement, avec le Covid-19, on a de plus en plus de volonté de digitaliser la relation client. Le deuxième aspect, en fait, c'est tout ce qu'on appelle reconnaissance optique de caractère, ou OCR, où en fait, on peut convertir un texte écrit ou imprimé en données qu'un utilisateur peut lire de façon concrète. Donc, typiquement, vous l'avez probablement fait avec un document PDF que vous avez numérisé et automatiquement, en général, le logiciel essaie de reconnaître les caractères directement sur ce document. Donc, c'est cette capacité à pouvoir reconnaître un document et en tirer un sens pour être interprétable par rapport à une machine. Dernier cas, en fait, tout ce qui est traduction automatique. Donc ça peut être, par exemple, j'imagine que certains d'entre vous ont utilisé Google Traduction ou en anglais Google Translate. Donc c'est une technologie qui permet tout simplement de traduire en temps réel un texte d'une langue à l'autre. Est-ce qu'il y a des questions avant que je passe à tout ce qui est reconnaissance faciale? N'hésitez pas. Ouais. Pas de questions pour le moment, mais ça me permet de rappeler qu'on a un cas pratique de chatbot qui utilise le NLP, qui s'appelle Nestor, qui est accessible d'ailleurs sur Workplace et qui permet les collaborateurs, lors de leur emménagement à Shift, donc tous vous pouvez accéder n'importe quand en tapant Nestor dans votre barre de recherche sur Workplace. Mais pas de questions pour l'instant. Parfait. On continue. Et je vais montrer un peu des démos. La première partie était un peu plus théorique, mais on a des études de cas. Là, on va aller plus, après tout ce qui est NLP, aux capacités vraiment de reconnaissance faciale. Donc là, c'est vraiment, en fait, défini comme une technologie informatique qui peut reconnaître des personnes, des animaux, des objets, grâce à l'utilisation d'algorithmes et de concepts issus, en fait, du machine learning, donc tout ce qu'on appelle apprentissage automatique, où on va entraîner, en fait, un système ou un ordinateur en quelque sorte, des algorithmes d'un ordinateur à reconnaître un type d'animal, de personne, etc., d'attributs en fait relatifs à un individu. Par exemple, sur les réseaux sociaux, les photos peuvent être analysées, notamment les photos d'une marque, et donc ça permet en fait automatiquement de pouvoir reconnaître en temps réel le contexte, la démographie, l'âge, le sexe, etc. des clients. Donc, on a cette capacité à avoir des capteurs optiques, parce que là, il s'agit vraiment de reconnaissance directement faciale, qui vont reconnaître directement les émotions des utilisateurs. Et donc là, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va vous montrer en fait quelques études de cas. Donc, la première étude de cas, en fait, c'est avec Disney qui a développé une sorte d'algorithme. Alors, c'est assez technique. Bon, je vais passer les encodeurs factoriels, variationnels factorisés. En fait, l'algorithme permet de déterminer comment le public réagit directement par rapport au film. C'est un petit peu ce que vous voyez ici. Donc, il y a une audience, tout simplement un logiciel de reconnaissance faciale qui va reconnaître d'après des points directement sur le visage quel est le sentiment ou l'expression directement d'un visage. Donc ça, c'est le dispositif tout simplement représenté. Et donc, ça permet en fait de prédire et d'avoir une sorte d'analyse détaillée des sentiments du public et du coup, d'extrapoler le succès ou pas d'un film dès les premières projections. Donc, ils peuvent même le faire avant la sortie du film avec un public cible ou un panel. Donc, ça permet en fait de voir comment les cinéphiles se sentiraient dans certaines parties du film. Est-ce qu'on doit éventuellement couper des parties et
ça permet aussi à Disney de comprendre comment ils arrivent à susciter différents types d'émotions chez un public cible. Et enfin, on a tout ce qui est apprentissage d'attention et des émotions des consommateurs qui devient vraiment en fait une priorité pour les marques parce que numériquement, en fait, ils ont accès à tout le comportement en ligne ou hors ligne au niveau de l'utilisateur. Donc là, ce qu'on essaie, c'est d'avoir une information qui est beaucoup plus qualitative et qui va pouvoir retracer les moments clés ou les émotions qui sont générées en termes de stratégie marketing. Des applications, tout simplement marketing facial. On a tout d'abord les magasins Lolly & Pops qui sont alimentés par un logiciel de reconnaissance faciale qui permet en fait d'identifier directement les clients importants dès leur entrée en magasin. Donc du coup, ça permet éventuellement d'avoir un assistant qui va pouvoir approcher le client et de connaître éventuellement tout l'historique des achats, les préférences, le profil gustatif, les allergies d'un client, et donc du coup d'avoir une relation qui soit beaucoup plus intelligente avec cet utilisateur. Le deuxième exemple qu'on voit ici, c'est avec Skin 360, qui a été créé par Neutrogena, qui propose également en fait des expériences personnalisées. C'est une sorte d'assistant en fait de numérisation de la peau qui permet automatiquement de scanner directement la peau ou éventuellement d'indiquer au sein d'une application ses paramètres. Et une fois en fait que toutes les mesures sont prises et les analyses sont réalisées, on est redirigé vers des produits qui correspondent directement à notre peau. Dernier exemple ici, on a le Virtual Assistant de Sephora qui permet en fait grâce à tout ce qui est réalité augmentée, comme on le voit un petit peu ici, d'avoir une représentation directement en temps réel de la cliente, dans ce cas-là, et donc d'essayer les produits sans nécessairement les avoir directement sur son visage. Donc on a une capacité à avoir une sorte de rouge à lèvres et d'essayer différentes couleurs de rouge à lèvres, ce qui est pratique notamment pour le Covid, sans avoir nécessairement à essayer physiquement le produit. Donc ça permet en fait d'avoir une sorte de réalité augmentée, donc d'après le visage à un instant T de l'utilisateur, de pouvoir lui montrer avec quel type de rouge à lèvres, à quoi il ressemblerait avec quel type de rouge à lèvres. Toujours des questions, un petit checkpoint, Vincent? Alors, on a deux questions. Une de Sarah qui demande, concernant la reconnaissance faciale, si on pourrait l'utiliser pour déverrouiller des sessions de travail. Et on a une deuxième question de Anne concernant la reconnaissance faciale et sa législation en termes de consentement individuel nécessaire. Oui. Alors, je vais attaquer la législation parce que j'ai besoin de clarification pour la première question. La législation, en fait, on voit notamment dans les aéroports, pour l'instant, il n'est pas permis, notamment justement en France, avec la CNIL, de pouvoir identifier en temps réel, on va juste identifier le passage de quelqu'un, mais on ne peut pas le discriminer par rapport à un sexe ou un âge. C'est quelque chose qui est interdit, à savoir, il faut vraiment un consentement de l'utilisateur. Donc, dans les exemples que j'ai montrés ici, très clairement, il y a une interface ou un consentement qui est requis de façon numérique de la part de l'utilisateur, puisqu'il y a une application marketing qui en découle. Mais dans le monde physique, donc je parlais par exemple on le voit dans les aéroports avec justement tout ce qui est publicité, ou dans le métro, dans le RER, il y a un mouvement qui est détecté, donc il y a une publicité qui nous suit, par exemple quelqu'un qui vous regarde et qui suit le regard, mais après on ne peut pas nécessairement personnaliser en France à l'égard de critères démographiques. Et encore moins ratio, et encore moins sur la santé. Pour la première question, je n'ai pas très bien compris, c'est un contexte autour de Nestlé, de Nestlé la question. Je pense que la question, c'est, corrige-moi ça si je me trompe, mais je pense que c'est pour déloguer ton ordinateur. Est-ce qu'on peut utiliser du coup la reconnaissance faciale au lieu de taper un code d'accès, par exemple, un code utilisateur? Ah oui, tout à fait. Enfin, je ne connais pas les capacités inhérentes à Nestlé, mais moi, je l'ai déjà
notamment avec mon téléphone, où je peux faire automatiquement, il y a une reconnaissance faciale ou une reconnaissance d'empreinte, où je peux rentrer automatiquement un code à 4 chiffres ou 6 chiffres, dépendant du système d'exploitation, par rapport à ça. Donc oui, c'est déjà des capacités. Après, il faut les activer, ça dépend de la marque des ordinateurs, mais ce serait tout à fait un exemple. Après, je sais pas, je crois que Nestlé, vous êtes avec des Dell ou je sais pas quel est le fournisseur précis, HP, mais à voir. Comment? HP. On a du HP, ouais. Ok. À voir. Je sais que sur HP, il y a souvent la partie scan d'empreinte, et après, je sais pas sur la reconnaissance visuelle. Mais après, il y a probablement des logiciels en agrément en fait d'HP sur un système PC qui peuvent probablement voir ça. Donc, si on continue, donc la reconnaissance faciale, en fait, ça nous amène tout naturellement à nous interroger et à continuer sur les capacités de tout ce qui est recherche visuelle. Donc, ce que je vous propose ici, c'est plus une définition de la recherche visuelle qui consiste en fait en chaque recherche qui utilise des images du monde réel comme point de départ. Donc là, l'idée, c'est qu'en fait, on a des clients qui utilisent parfois beaucoup de photos. Donc cette recherche visuelle va permettre d'identifier un produit avec un contexte de photos. Et donc on a une capacité automatiquement à interpréter, et je vais vous montrer notamment une démo par rapport à ça, les lieux, les sentiments, comme on l'a vu dans la partie précédente, des produits qui soient éventuellement compatibles, etc. Donc, ce qu'on a vu, en fait, c'est que dans une enquête qui a été réalisée par la marque Markable, on avait 93% des consommateurs qui disent en fait que lors d'un processus décisionnel d'achat, les images sont le plus important. On a aussi 27% des visiteurs e-commerce qui sont susceptibles de revenir sur un site si la recherche visuelle est disponible. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important et de fidélisant vis-à-vis d'utilisateurs ou de clients de la marque. Donc là, en fait, on a pris différentes études de cas. La première, ici, et elle est disponible sur tout appareil Android. Je crois qu'il faut télécharger une application sur tout ce qui est iPhone. Mais en fait, c'est Google Lens qui permet, d'après n'importe quelle image que vous auriez prise ou en temps réel sur Google, de pouvoir aider les clients à faire une recherche visuelle et à trouver automatiquement des images de produits qui correspondent d'après le flux, en fait, principalement en général Google Shopping. Donc, on a une capacité à prendre une image, reconnaître un produit et automatiquement extrapoler comment acheter ce produit-là. On a aussi une application avec Pinterest où, en fait, on a une recherche visuelle. Donc, on a la possibilité, lorsqu'on voit, par exemple, des célébrités, des influenceuses, de pouvoir avoir en superposition des possibilités d'achat de chacun des articles qui composent une personne qui est représentée sur une image. Donc, on va voir aussi, nous, de notre côté, une petite démo que je vais vous montrer après. On a aussi aux États-Unis Target, un peu dans une approche de modernisation d'un catalogue qui était un peu le reflet du XXe siècle, la vente par correspondance ou tout ce qui est envoi de catalogue. Là, on a automatiquement aussi, d'après une image, en suivant le même principe que Pinterest, une capacité à isoler directement des articles. Et ici, en fait, ça va un petit peu plus loin. C'est même directement d'après une image avec une société qui s'appelle, la technologie qui s'appelle Site, dans tout ce qui est décoration, à reconnaître l'intérieur directement en temps réel et les objets qui composent un intérieur. On peut penser à IKEA aussi, qui pourrait utiliser ce type de service. Donc, la première démo que je voulais vous montrer, elle est faite par Nos Soins. Est-ce qu'on voit mon écran, juste, Vincent, pour vérifier? Ouais, nickel. Ok, je voulais m'en assurer. Merci. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est une capacité
On l'a fait en fait dans tout ce qui est alcool, mais on va bientôt le faire en fait au Mexique pour une marque de Nestlé qui s'appelle Nestlé Recetas. C'est des recettes, un peu comme 750 grammes. Je crois qu'il y a un portail dont j'ai perdu le nom. Vivons la vie, je crois, non? C'est ça? En France, comment ça s'appelle, Nestlé Recetas? Croquons la vie. Croquons la vie, pardon, excusez-moi. Et donc, en fait, ce qu'on a comme capacité, c'est à reconnaître directement toutes les images associées à des clients, soit au niveau global d'une industrie, ici l'alcool, soit au niveau d'une sous-catégorie, par exemple des cocktails, de la vodka, soit directement pour une marque. Et l'idée, en fait, dans cet exemple, c'est de faire sens des images. Donc, d'avoir en capacité à reconnaître si les images associées ici à Absolute, on a plutôt des hommes ou des femmes. Quel est le contexte? Est-ce qu'ils sont en couple? Pas nécessairement, c'est une image simplement qui a été prise, seule, en groupe. En vert, on va avoir une sorte d'idée d'âge. Est-ce qu'ils sont jeunes, avec un âge moyen ou plutôt âgé? Et en violet, on va comprendre, en noir, on va comprendre s'ils sont à l'intérieur, à l'extérieur, le contexte de consommation. Et donc tout ça, en fait, ça repose sur une analyse d'image qu'on a effectuée en temps réel, où, comme vous le voyez, on a chacune des images associées directement aux utilisateurs. On voit le nom de l'utilisateur et après, on voit un ensemble de tags qui vont nous permettre de mieux comprendre le contexte de chacune des images. Donc ça, en fait, c'est un peu un pendant à une sorte d'analyse de panel ou une analyse un peu sociale parce qu'on va utiliser les images pour mieux comprendre le contexte de consommation des utilisateurs. Et ce que ça nous permet de faire, du coup, après, in fine, c'est d'avoir directement toute une vision sur notre panel d'utilisateurs. Donc, à chaque fois, on va avoir un profil avec les informations de chacun des utilisateurs. Donc, ça, c'est la première étude de cas, en fait, que je voulais vous montrer, qu'on a mise en place pour Smirnoff. Et là, l'idée, c'était un petit peu de comprendre le contexte global au niveau de l'alcool, après au niveau de la vodka et de le comparer à d'autres types d'alcool, par exemple champagne, vin, bière, etc. Et après d'aller au niveau d'une marque. Donc on voit au niveau d'une marque qui sont ses utilisateurs en ligne, comment ils consomment, quel âge ils ont, etc. Après avoir vu en fait tout ce qui était recherche visuelle, on va passer maintenant à la recherche vocale. Mais est-ce qu'on a des questions, Vincent? Ou on est bon? On est tout bon, tout clair apparemment. Ok, on continue. Donc, tout ce qui est recherche visuelle, en fait, c'est une sorte de mécanisme qui permet à l'IA d'analyser la signification des mots qui sont prononcés et de les convertir en fait dans un format qui va être lisible par une machine. Donc, c'est une sorte, en fait, si on veut juste résumer ça, de système qui va interpréter un dialogue. Donc, on pense par exemple à Google Voice Search, Cortana pour nos amis de Microsoft, Siri pour Apple, comme vous pouvez le faire sur votre iPhone, ou tout simplement Amazon Echo. Donc là, en fait, ce qu'on a, c'est une sorte de mécanisme qui va automatiquement reconnaître la parole pour tout ce qui est saisi. Donc on peut guider un email, enfin on peut dicter un email, pardon, de façon vocale. C'est ce qu'on appelle notamment ASR, ou pour en fait effectuer une synthèse vocale en sortie. Là, techniquement, c'est ce qui s'appelle tout ce qui est TTS. Là, j'ai mis en fait pour s'amuser un petit peu, pour rendre cette présentation un peu anecdotique, enfin sympathique. Ce qu'on voit en fait, c'est que le partenaire virtuel, notamment les assistants vocaux, en fait, vont rivaliser de plus en plus avec votre conjoint ou votre conjointe. En fait, ce qu'on est en train de voir, c'est de plus en plus une augmentation des recherches vocales. Alors, comme Score mentionnait un chiffre de 50% d'ici 2020, d'après les statistiques de Google, on est déjà, en tout cas aux États-Unis, à 20% de requêtes sur le moteur de recherche Google
qui sont effectuées de façon vocale. Il y avait aussi un impact en fait pour tout ce qui était application mobile, parce qu'en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'à travers tous ces assistants vocaux, de moins en moins, on a besoin d'une application ou d'aller sur son ordinateur. On a un assistant qui est directement soit à la maison, type Amazon, soit sur notre téléphone mobile, ou soit dans notre voiture. Donc, on n'a pas nécessairement besoin de consulter une application mobile. On peut vraiment effectuer avec une commande vocale, une commande, un achat en ligne. Ce qu'on voit aussi, c'est que du coup, avec cette augmentation en fait de l'assistant vocal ou de la recherche vocale, ce qui va devenir le plus important, c'est notamment tout ce qui est notification et pertinence, c'est-à-dire toucher les gens au bon moment en termes de clés de succès. D'ici 2020, en fait, ce qu'on avait aussi comme autre statistique, ici c'est Gartner, il y aura plus de conversations avec des interfaces machines qu'avec des personnes réelles. C'est-à-dire que, je pense que c'était un peu optimiste parce que maintenant on y est quasiment, mais l'idée c'est que petit à petit, on va avoir de plus en plus de capacité à dicter une lettre, passer une commande à la maison avec une interface vocale, etc. Et statistique assez amusante, qui est un peu dérivée, c'est qu'on voit que 27% des millénials, en fait, seraient prêts à avoir une relation avec un robot. Donc ça, c'est une statistique qui vient d'Avas. L'application, en fait, marketing de la recherche vocale, tout d'abord, il y en a 3. C'est le référencement vocal. Donc, c'est une capacité, en fait, pour un utilisateur à pouvoir effectuer une sorte de requête et, en général, à avoir une réponse. Donc, typiquement, ça vient un petit peu des sections de FAQ ou questions-réponses en anglais, où on le voit très bien sur Google. Quand on pose une question à Google, on a très souvent en fait ce type de format en fait qui va être utilisé. C'est la renaissance des FAQ ou des questions-réponses, parce que en fait on a une capacité à les exploiter en utilisant à nouveau tout ce qui est recherche vocale. On a ensuite des expériences vocales. Donc même si sur une application, notamment, si on parle de Nestlé, on avait vu avec Purina, en tout cas aux États-Unis, que sur l'écosystème Amazon, il y avait une application qui avait été créée. Donc, on pouvait automatiquement commander des produits Purina aux États-Unis à partir d'Amazon. En fait, on a une capacité automatiquement en fait, à saisir des requêtes et à comprendre les intentions et le nombre de requêtes qui sont effectuées directement via une interface vocale. Donc là, ici, c'était Amazon, mais bien sûr, c'est valable aussi pour tout autre, tel que Siri, Google, etc. Et enfin, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a deux graphes, il y a besoin en fait de connaissances pour nourrir toutes ces expériences vocales. Et parfois, entre l'expérience vocale ou les mots, d'associer une image. Donc là, j'ai pris un exemple d'une interface qui s'appelle Wolfram Alpha. En fait, et on a aussi d'autres interfaces qui sont utilisées telles que Wikipédia et Yelp. Donc ça, cette interface de Wolfram est utilisée par Amazon Alexa, mais après les autres utilisent tout ce qui est Wikipédia et Yelp. Donc ça permet petit à petit de donner des informations sur le contexte d'un utilisateur. Par exemple, si on demande une date, etc. Ceci dit, ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est que ces interfaces de recherche vocale n'ont pas encore vraiment l'intelligence qu'on en attend. Par exemple, si je dis, dites-moi quel restaurant indien à proximité de chez moi est ouvert et fait de la livraison à domicile, ça c'est quelque chose qui ne peut pas être vraiment encore traité parce qu'il manque tout l'aspect pertinence et contexte utilisateur qui va être ajouté en plus de la requête purement vocale qui va être interprétée par les algorithmes en temps réel. Donc bien sûr, comme on l'a dit, recherche vocale, les outils, c'est Alexa, tout ce qui s'appelle Google Home ou Siri. Et là, en fait, on a typiquement une sorte de visualisation d'un processus d'achat. C'est un peu ce que je vous mentionnais.
et ce que Nestlé Purina avait mis en place pour ses produits directement aux États-Unis. Est-ce qu'on a des questions, Vincent? Pas de questions sur la recherche vocale. Ok, on continue. Donc, maintenant, en fait, il s'agit de comprendre un peu tout ce qui est analyse sémantique. Et là, on va vous montrer aussi une belle petite démo qu'on a faite. L'analyse sémantique, vous voyez, c'est en fait la capacité en fait, d'analyse des sentiments et des mots-clés. Parce qu'en fait, très facilement, on a des chiffres, on obtient des chiffres en termes d'engagement, d'achat, de conversion des utilisateurs en ligne. Mais en fait, ce que l'analyse sémantique va nous donner en plus, c'est tout le processus de compréhension du langage naturel et de la façon dont les humains communiquent et les émotions qu'ils ont en se basant en fait sur un contexte et un sens à un instant T. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très pertinent et qui peut découler de différentes sources de données. Ça peut être tout ce qui est service client, aux États-Unis, Yelp ou les pages jaunes en France. Ça peut être tout ce qui est TripAdvisor, commentaires sur Amazon, commentaires sur tout ce qui est page Facebook ou vos propres commentaires. En fait, là j'ai mis un des systèmes qui s'appelle Bazaar Voice. Et l'idée vraiment, c'est de comprendre de manière très détaillée les réactions des utilisateurs par rapport à un produit ou une marque pour vraiment comprendre si on a un problème de prix, de produit, de disponibilité, de packaging, etc. Donc, on a vraiment une granularité dans la compréhension du retour client. D'ailleurs, on a, nous, fait une étude pour Orange, justement pour leur filiale télécom à bas coût qui s'appelle Soch. Mais c'est vraiment cette capacité à analyser les mots-clés des émotions à partir d'opinions de clients. Donc, en fait, l'application marketing de tout ce qui est analyse sémantique, ça permet tout simplement de réinventer l'expérience utilisateur en connaissant mieux qui sont ses clients et comment ils pensent. Donc, ça transforme la façon dont tout ce qui est marketeur comprend les intérêts de sa cible et leur permet en fait de fournir des résultats qui vont mieux correspondre à leurs besoins. On a par exemple tout ce qui est moteur de recherche qui est directement en mesure de mieux comprendre la nuance de tout ce qu'on fait. Donc on a cette capacité à pouvoir acheter par exemple un steak, à chercher plutôt à acheter un steak plutôt que de trouver un magasin qui les vend. L'idée c'est vraiment en fait d'interpréter tout ce qui est analyse de sentiments et les conversations pour comprendre et avoir une perception globale d'une marque. Donc, de classifier davantage en fait tout ce qui est donné de façon intelligente. Donc, voilà. Et on peut le faire à partir de tout ce qui est réseaux sociaux. Donc là, en fait, les outils d'analyse sémantique, ça peut être principalement la source en général, c'est tout ce qui est réseaux sociaux, mais on peut voir aussi que ça peut être tout ce qui est forum, tout ce qui est blog. Donc, ça peut être appliqué tout ce qui est service client. On a une capacité à appliquer ça directement. Ce que ça permet de faire, c'est une analyse de sentiments. Donc, on va classifier en fait le texte qui est utilisé et on va évaluer si le sentiment en fait qui est sous-jacent est positif, négatif ou neutre. Ensuite, on peut effectuer une sorte d'analyse d'intention qui va pouvoir en fait extrapoler s'il s'agit en fait d'une opinion, d'une actualité, d'une réclamation, d'une suggestion, d'une appréciation, etc. Et en fait, on a tout ce qui est recherche sémantique contextuelle, ce qu'on appelle CSS, qui est illustré directement et qui était aussi présent ici, où en fait on a directement comme capacité à pouvoir prendre en entrée en fait des milliers de messages et de filtrer en fait tous les messages qui correspondent étroitement à un concept qui est spécifique. Donc, comme je l'ai mentionné ici, dans l'exemple précédent, ça mesure directement l'attention en temps réel. Donc voilà, on a des sortes de classifications qui sont effectuées directement en temps réel. On a un exemple ici avec justement tout ce qui est aide d'Amazon, notamment sur Twitter. Je voulais, par rapport à ça, pour rendre les choses un peu concrètes, vous montrer une démo. Donc, comme on l'a vu, on a une capacité directement, soit pour toutes les marques, soit pour des alcools,
soit pour tout un univers ici alcool, ou soit pour une sous-catégorie, ici par exemple tout ce qui est vin, ou ici tout ce qui est bière, ou alors directement pour une marque à comprendre le contexte de consommation. Donc comme on l'a vu dans tout ce qui est recherche visuelle, on peut le faire d'après des images, mais aussi ici, on l'a fait directement d'après des commentaires clients. Donc concrètement, en quoi ça consiste? On a directement en capacité à évaluer l'analyse de sentiment ici directement de Smirnoff versus son concurrent, par exemple, Absolut. Donc, soit on le fait en termes de sentiment, soit on le fait en termes d'engagement. Combien on va avoir de mentions. Mais on a aussi une capacité à le faire directement par rapport, pour avoir un contexte. Parce que comment on se mesure? Ça va nous donner globalement un score, mais ce qui est intéressant, c'est de contextualiser directement ce score. Donc là, on va pouvoir mesurer ici Absolut versus d'autres alcools, de la bière, son concurrent Smirnoff, Tito, les autres vodkas. Donc là, ce qu'on va aller chercher automatiquement, c'est du contexte. Mais aussi, on veut, comme on l'a vu, directement comprendre des intentions. Donc par exemple, ici, on va voir automatiquement le contexte pour tout ce qui est bar. Donc là, on va prendre par exemple le premier message qui a été analysé. On peut directement l'ouvrir dans notre interface. Et donc, ce qu'on va voir, c'est une compréhension de pourquoi ce message a été évalué à 33% ou un indice 0,33. Donc, on voit que c'est Ted Danson. Ici, il s'agit de l'égérie de Smirnoff qui effectue une sorte de campagne un peu sympa dans un pub, probablement à l'extérieur d'un pub, avec un Bloody Mary. Donc, ce qu'on a comme capacité ici en temps réel, c'est à interpréter directement les messages sociaux de chacun des utilisateurs. Et l'idée, in fine, c'est d'avoir pour une marque une bonne compréhension directement de qui sont les consommateurs, mais aussi ce qu'on appelle en jaune les influenceurs. Donc pour chacun, en fait, on a une capacité à mieux comprendre le contexte de consommation. Donc là, on voit typiquement que on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, on n'a pas pu le déterminer, pareil pour l'âge, on voit que c'est en général quelqu'un qui consomme à dîner avec des amis, en bar, et on voit ces types d'alcool. Mais en temps réel, on peut aller chercher directement un autre consommateur. Donc là, on voit que c'est Debbie Rizzo, donc c'est une femme, et pareil, on a à chaque fois une analyse en temps réel directement de l'expression sémantique de cette personne et des contextes de consommation de cette personne. Donc voilà. Est-ce qu'on a des questions avant de passer à la dernière partie? Pas de questions. Moi, j'en ai une en revanche. Ah, si, il y en a une, attends. Du coup, je vais prendre celle de Guillaume. L'analyse n'est-elle pas biaisée par tout ce qu'on ne voit pas sur les réseaux sociaux? Question, comment inclure ces consommateurs et donc ne pas mal interpréter les données? Après, on a justement, en fait, l'idée, c'est de croiser les signaux. C'est de croiser, par exemple, notamment sur l'ironie, qui est souvent une problématique. C'est de pouvoir croiser pour la détecter, la notation de l'utilisateur. Souvent, on a des notations associées et l'analyse sémantique. Donc, on va savoir que la personne a noté 4.5 ou a noté 0, mais le message n'est pas détecté comme négatif. Donc, on va avoir cette capacité à ajuster l'algorithme. Donc, ça, c'est la première par rapport à quelque chose ou une pondération qui a été effectuée par l'utilisateur. Donc, on va comparer la note de l'analyse de sentiment avec la note de l'utilisateur. La deuxième, c'est de prendre en compte d'autres indices, tels que l'analyse visuelle qu'on va croiser avec l'analyse de sentiment. Tout ça, en fait, ça va agir directement en interaction. Et donc, ça va nous permettre d'avoir un contexte beaucoup plus approfondi. Donc, c'est un peu l'idée. Et c'est d'utiliser, pas simplement, là, je vous ai montré des réseaux sociaux, mais comme je vous l'ai dit, pour Orange, on a fait ça d'après des forums qui étaient destinés à tout ce qui était téléphonie. Et là, la problématique, c'était plus ce qu'on appelle le score NPS, donc la satisfaction client, et de comprendre en temps réel le score qui est noté par Soch versus des commentaires clients en temps réel. Donc, de voir où le bas blesse, en fait, ou quels sont les aspects positifs
d'une expérience avec Soch. Donc voilà, pour répondre rapidement. Une autre question de Patricia qui demande, est-ce que tu peux répéter les sources de l'analyse sémantique? Ouais, on va les voir après, dans une étude de cas. Parfait. Je vais accélérer parce qu'on n'a encore pas beaucoup de temps. Donc la première, en fait, on a en fait 5 avantages principalement dans l'IA, de l'IA pour le marketing et notamment la personnalisation, ce qu'on fait vraiment, c'est la prédiction, la recommandation, l'amélioration, l'optimisation et le testing. Donc là, la première, l'idée, dans tout ce qui est prédiction, c'est d'avoir une capacité à prédire directement des indicateurs et in fine, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre en place des stratégies de vente ou de marketing qui soient profitables, c'est-à-dire de prévenir, par exemple, quelqu'un qui va annuler un abonnement, qu'il soit téléphonique, Internet, etc. Deuxième chose, c'est une capacité à développer tout ce qui est segmentation client. Donc de se dire, on peut prédire dans quel type ou quel persona ce type de client va tomber. Ensuite, c'est d'exploiter tout ce qui est données existantes. Donc, si on parle de l'aspect digital, ça va être tout ce qui est site web de l'entreprise, tout ce qui est CRM, ERP, ou même tout ce qui est email, SMS, etc. Et l'objectif, du coup, c'est de produire des stratégies de vente qui soient un peu plus incitatives, personnalisées, de rétention et d'augmentation du retour sur investissement, donc d'avoir une approche qui est très ROI. La deuxième, c'est dans tout ce qui est recommandation. Donc, la recommandation, ici, elle est assez intéressante. Et on l'a mise en place. Alors, on ne l'a pas encore fait pour Nestlé, mais on l'a mise en place pour Schneider Electric. Et on n'a pas d'exemple ici, c'est peu importe. L'idée, déjà, dans la recommandation de base, c'est de recommander tout ce qui est best-seller et produit tendance par rapport à un profil utilisateur. Donc, c'est aussi de rechercher tout ce qui est recommandation, mais ça aide aussi pour un utilisateur final ou un client à avoir des stratégies de cross-selling, c'est-à-dire de lui dire, voilà, tu as pris tel produit, il y a souvent tel produit, on le voit très bien sur Amazon notamment, il y a souvent tel produit qui est commandé en même temps, et aussi de ce qu'on appelle upselling, c'est-à-dire de prendre le produit qui est un petit peu au-dessus, en disant, attention, là, tu vas être limité, prends peut-être le produit un petit peu au-dessus pour $30 de plus, etc. Donc, si on revient à nos clusters, ici, l'idée, c'est de diviser en fait les clients d'après différentes spécificités. Ça peut être des informations sur la localisation, la moyenne d'achat, où ils ont commandé, leurs habitudes, etc. Donc, on va établir ce qu'on appelle des groupes, ou en anglais des clusters, ou des grappes, en quelque sorte. La deuxième étape, ça va être d'associer une recommandation directement à l'utilisateur en fonction du cluster. Et in fine, ce qu'on essaie de faire, c'est d'augmenter les indicateurs de performance, donc les achats en ligne, donc ça va être la moyenne de commande, le revenu qu'on fait en moyenne avec un client, le nombre de commandes, le taux de conversion, etc. Donc ce qu'on peut même faire, du coup, en termes marketing, c'est de se dire, OK, on a 5 grappes ou 5 groupes d'utilisateurs ou clusters en anglais, et pour chacun, d'après leurs caractéristiques, on va déterminer ce qu'on appelle le next best action. Donc, on va déterminer la prochaine action à entreprendre de façon individualisée. On pourra individualiser le message, mais aussi pour chacun des groupes, on pourra recommander une sorte d'interaction à envoyer avec l'utilisateur. Donc, dans le groupe numéro 1, ce sera par exemple d'envoyer un email avec des articles à prix réduit. Donc, on aura plutôt ce qu'on appelle des promovores. Dans le deuxième, ça va être d'afficher les articles achetés par les mêmes personnes du même groupe. Donc, on va être en un niveau individuel, mais la personne vient de commander ou a fait un achat récent et automatiquement, on va montrer des articles qui sont en relation, un peu dans le même univers que le premier article qui a été commandé. Troisième étape, c'est tout ce qui est stratégie de personnalisation. Ça consiste en fait du coup à améliorer la relation client. Donc, comme on l'a vu, on peut notamment, avec tout ce qui est reconnaissance faciale, interpréter directement les recherches visuelles ou
par exemple, le sexe. Donc, ça, c'est pas un cas qui est en France, comme vous pouvez le voir. Donc, on peut examiner aussi tout ce qui est réseaux sociaux et analyser leur intérêt. Là, on avait vu avec notre exemple directement un cas concret avec Smirnov. Et en fait, aussi, comme on le voit ici, analyser tout ce qui est réaction émotionnelle à une publicité. Donc là, l'idée, ça va être d'améliorer la compréhension client et la relation client et le nombre d'informations qu'on va pouvoir utiliser. La quatrième étape, en fait, ça consiste à optimiser. Donc, on va optimiser la relation client donc avec un meilleur ciblage, en améliorant en fait la communication entre tout ce qui est données et système marketing pour que ce soit beaucoup plus fluide. Donc là, l'idée, c'est par exemple sur un chatbot, de déclencher le chatbot au bon moment. Par exemple, lorsqu'on est dans la section aide ou lorsqu'on reste plus de 2 ou 3 minutes sur une page produit et qu'il n'y a pas nécessairement de prise de décision ou pareil pour le panier d'achat. Donc là, l'idée, c'est vraiment de prendre en compte le contexte pour rendre les assistants virtuels beaucoup plus intelligents et opportuns. Si on se parle du marketing, on voit très souvent en fait qu'on a ce qu'on appelle du marketing automation, mais en fait là on va utiliser le marketing automation ou le marketing traditionnel et le coupler en fait à tout ce qui est capacité d'apprentissage, donc ce qu'on appelle le machine learning, et donc là on va avoir ce qu'on appelle un marketing augmenté. Donc on va prendre en compte tout ce qui est signaux de données ou interactions de l'utilisateur pour avoir un marketing qui est beaucoup plus intelligent. Et enfin, dernière étape en fait de notre stratégie de personnalisation, c'est de s'assurer que tout ce qui a été mis en place, ça va être un vecteur qui va fonctionner. Donc, on a cette capacité en fait à tester différents types d'hypothèses pour s'assurer que l'implémentation effectuée ou les algorithmes soient relativement pertinents. J'accélère un petit peu parce qu'on n'a plus beaucoup de temps et je ne veux pas dépasser. Donc, on parlait de sources de données. En fait, on peut analyser n'importe quel type de texte, que ça vienne des réseaux sociaux, en dehors de l'Union européenne, que ça vienne d'une base de données. On a des contraintes malheureusement avec GDPR. Donc là, sur ces zones-là, on peut analyser une base de clients, mais si on a le consentement, ça peut être des listes d'influenceurs, des hashtags ou des mots-clés, comme on l'a vu. Et après, du coup, ce qu'on va faire, comme on l'a fait pour Smirnov, c'est transformer en différents types de profils utilisateurs, faire une analyse de personnalité. Je voulais vous faire une démo, mais on n'aura pas trop le temps, malheureusement. Comprendre le contexte visuel, comprendre l'analyse de sentiments et de mots-clés. Et tout ce qu'on va essayer de faire, c'est après, in fine, d'utiliser ces données pour améliorer l'aspect de ciblage marketing avec des données beaucoup plus intelligentes puisqu'on va comprendre le contexte, la personnalité, comment les gens s'expriment, comment ils consomment les produits. Donc, on va pouvoir le faire sur tout ce qui est canaux payants, la publicité, mais on va aussi pouvoir le faire sur tout ce qui est canaux propres de l'entreprise. Donc, c'est le site, l'application mobile, tout ce qui est email, SMS, push notification, etc. Voilà. Est-ce qu'on a des questions? Je sais qu'on est un peu… On a encore 2-3 minutes de questions. On n'a pas de questions écrites, mais si vous voulez, vous pouvez la poser directement avec votre douce voix. N'hésitez pas à prendre la parole. On a encore 2 minutes, 3 minutes pour prendre des questions. Pas de questions? Non. En attendant les questions, du coup, je vais montrer un exemple d'analyse de personnalité. Donc là, on peut prendre n'importe qui. J'aurais pu te prendre, tiens Vincent, mais je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. On peut prendre n'importe qui ou n'importe quel texte. Donc, on parlait de texte. Là, on est sur une analyse sémantique qui va nous prédire la personnalité de quelqu'un. Donc là, j'ai pris tout simplement le pape. On a utilisé Twitter parce qu'en fait, on a c'est ouvert, en fait, donc je peux effectuer n'importe quelle analyse. Mais ça peut être un blog, une lettre de motivation, tout ce qui est commentaires clients, etc. Donc, typiquement, on recommande 3 personnalités. Et après, on va faire une analyse en temps réel de l'analyse de personnalité du pape. Donc, on va décrire comment il est. On a une visualisation à chaque fois de ces 5 grands traits de personnalité. Donc, ça peut être intéressant pour comprendre en termes marketing de quoi il s'agit. On a expliqué de façon simple les 5 grands traits de personnalité. On sait que c'est quelqu'un d'organisé, réservé,
beaucoup de compassion, sensible et curieux. Et après, on va décrire comment il est et du coup, comment moi, en tant que marketeur ou service client, je dois interagir par rapport à ça. Donc, on a 25 traits de cette personnalité. On a tout ce qui est besoins fondamentaux. Donc là, on a 12 caractéristiques. Quelqu'un qui est proche, structuré, stable, qui s'exprime, etc. Ses valeurs humaines, contrôle, spiritualité, ouverture au changement. Et après, on a toutes les préférences en termes de consommation. Automobile, habillement, publicité, réseaux sociaux, santé, environnement, entrepreneuriat, film, musique, lecture et volontariat. Donc, on arrive, d'après un texte de quelqu'un, ici des tweets tout simplement, mais ça peut être appliqué à n'importe quel texte, à prédire la personnalité de quelqu'un. Voilà, je voulais vous montrer ça en attendant une question. Est-ce qu'on a d'autres questions? Pas plus de questions, mais du coup, on va en profiter pour conclure et pour te remercier. Merci beaucoup pour cette présentation très complète et pour le temps que tu as pris avec nous. Ah, j'entends un bruit, non? Ok. Et du coup, merci aussi à Emma et à Thomas qui m'ont permis de préparer tous ces webinaires. Merci à vous de nous avoir suivis pour ces 3 webinaires qui ont eu lieu depuis le début du mois de juin. Vous pouvez tous les retrouver sur Workplace et on se retrouve aussi très bientôt sur Workplace pour vous donner des nouvelles de la suite du challenge. Et comme on le dit souvent, en attendant, n'hésitez pas, postez vos idées. À très bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci encore, Mathieu. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.